Bonjour Samuel Ducroc-Henry. Bonjour. Vous êtes professeur-chercheur en théorie et pratique de l'interactivité et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vous êtes docteur en communication, spécialiste des serious games et des nouveaux médias. Vous enseignez au département de création et nouveaux médias de l'UQAT à Montréal. Et votre thèse de doctorat traite des tribus ludiques du LAN Party, perspectives d'apprentissage et de socialisation en contexte de compétition de jeux vidéo en réseau. Mais qu'est-ce qu'un LAN Party ? Un LAN Party, c'est une compétition de jeux vidéo en réseau où des centaines de jeunes peuvent apporter leurs machines, connecter tout le monde ensemble, toutes ces machines ensemble. Parfois, pendant 2-3 jours, ils vont s'affronter à travers des interfaces de jeux vidéo en réseau, souvent des jeux de guerre, des jeux de tir à la première personne. Et au final, nous avons donc des équipes qui se revendiquent du e-sport, des équipes sportives donc, qui justement vont se défendre des titres justement et aussi des montants d'argent assez conséquents désormais. C'est une pratique aux États-Unis, au Canada, importante, mais est-ce qu'elle existe aussi en Europe ? Tout à fait, en fait, on a la Coupe du Monde des sports électroniques qui se tient ici en France, on l'a vu à Poitiers, puis à Bercy, et bien sûr ça fait écho aux World Cyber Games qui ont souvent en cours en Corée du Sud. Et si j'ai bien compris, vous avez étudié le comportement des joueurs dans les LAN parties. Tout à fait, c'était fort intéressant. Alors, ces comportements, comment vous pourriez les caractériser ? Vous avez dit là aux journées de l'e-learning de Lyon que vous observez un retour au grégaire. Expliquez. Oui, tout à fait. En fait, j'ai même parlé de tribus ludiques. Ouais. Les tribus ludiques, en fait, c'est parce que j'ai constaté d'abord les clans, c'est ainsi qu'ils se nomment, revendiquent un certain nombre de rites, d'initiation entre eux notamment, donc des formes de bizutage comme on dit. On a également en fait toutes sortes de coutumes, j'ai envie de dire un peu langagières. Il y a des codes d'honneur aussi qui sont mis en place, une certaine philosophie du jeu revendiquée par les joueurs. Et finalement, tout ceci mis en place, on voit des groupes qui se forment autour d'un intérêt commun, le jeu vidéo, mais qui développent des affects, qui sont présents ensemble pour soutenir l'équipe, qui ont développé une forme de socialisation que je considère accélérée, vraiment précipité par la superposition du monde réel dans lequel ils se trouvent dans la salle et du monde virtuel dans lequel ils se mitraillent, ils se confrontent et aussi ils collaborent dans les mondes virtuels. Et vous faites le constat que ces joueurs développent des compétences alors ? Tout à fait. Et quel type de compétences ? Alors les compétences sont bien sûr situées, en fait on va vraiment parler d'apprentissage situé, learning by doing en fait. Donc on parle de compétences, ou plutôt d'apprentissage dans la mesure où on estime que l'apprentissage c'est la rencontre d'un environnement suffisamment riche, on parle d'une affordance et d'une motivation suffisamment forte. Oui, je parle d'apprentissage parce que justement les joueurs ont développé des compétences notamment cognitives, j'ai envie de dire même des compétences qu'ils peuvent transposer dans d'autres univers, dans d'autres disciplines, notamment la capacité multitâche, un esprit comptable, la gestion de ressources qu'ils savent gérer en temps réel sous stress, des compétences aussi, on va dire des apprentissages également techniques, informatiques on s'en doute, c'est des compétences qu'ils ramènent à la maison. Au niveau linguistique également, beaucoup doivent leur bilinguisme aux jeux vidéo, notamment de rôle. On a remarqué aussi que beaucoup ont développé des compétences au niveau neuromoteur. Tout simplement, ils vont avoir développé une résistance à la fatigue, une meilleure gestion du sommeil, une résistance au stress. Et la plupart du temps, ils revendiquent surtout avoir développé un esprit stratégique, un certain esprit fair-play à collaborer avec leurs équipiers. Mais vous dites en plus que les apprentissages sont accélérés. Pourquoi sont-ils accélérés ? Si on considère que le présentiel a un effet inhibiteur sur la relation, parce qu'on est un petit peu gêné lorsqu'on va en contact avec quelqu'un d'autre, en même temps on fait très attention parce qu'on sait que cette rencontre peut être suivie, on est en présence d'un autre individu, d'un autre affect, et qu'au contraire, lorsqu'on se retrouve en ligne, on a tendance à se dévoiler plus facilement parce que, en fait, finalement, on est un petit peu désinhibé par l'absence de regard de l'autre. Ici, en LAN, au contraire, on a à la fois des personnes qui s'affrontent dans des jeux virtuels, donc qui vont se confronter, se mitrailler, comme je disais, mais qui par la suite vont aller saluer l'autre personne qui est à l'autre bout de la salle. Ils sont obligés quelque part de communiquer pendant la partie en laissant libre cours à leurs opinions spontanées, mais par la suite d'aller saluer éventuellement, et même de façon tout à fait fair-play, la stratégie de l'autre équipe. Donc, la glace est doublement brisée. D'une part parce qu'ils se sont dit tout ce qu'ils avaient à se dire en ligne et que par la suite, en rencontre physique, ils vont se saluer, apprendre à se connaître, parfois se haïr, mais le plus souvent en tout cas à se fréquenter à long terme. Si j'ai bien compris, on trouve des personnes de tous âges, mais vous définissez 4 âges comportementaux. Tout à fait, en fait j'ai remarqué, j'ai établi une typologie après 10 ans de recherche finalement. Je constate que cet effet un petit peu introspectif qui est favorisé par la superposition des deux mondes
nous mène à différents paliers de comportement. Ce ne sont pas des tranches d'âge, ce n'est pas des 15, 20, 20, 25 dont on parle de stade de maturité sociale finalement. Il y a un premier âge, brièvement, un stage d'initiation où les jeunes joueurs sont très débutants, néophytes, ils ne connaissent pas grand-chose, ils mettent beaucoup l'accent sur des machines à performance matérielle, assez compétitifs et agressifs, ils veulent se faire une place, se faire reconnaître, ils ne connaissent pas grand-chose, ils sont un petit peu complexés. Ils vont aller par la suite au contact de joueurs plus expérimentés, ils vont souvent faire des transferts et finalement ils en arrivent à un stade un peu plus avancé de croissance où comme joueurs, ils vont développer un peu plus leur réseau. Ils vont comprendre que l'humain a une importance majeure dans cette approche un petit peu sportive. Par la suite, un stade plus avancé, un troisième âge, va les amener à une certaine maturité dans leur jeu. Et finalement, à ce stade-là, on commence à vraiment se détacher de l'aspect machine pour préférer la dimension de l'équipe, donc monter sa propre équipe, développer une certaine philosophie du jeu. Et finalement, et ça ce sont certainement les meilleurs professeurs, c'est là qu'on peut aller les recruter en tout cas, un quatrième âge, celui des mentors, donc des joueurs qui sont avérés, qui sont quelque part axés vraiment sur le relationnel, qui apprécient le fait d'initier d'autres joueurs à la stratégie du jeu, mais d'une façon générale aussi un certain code d'éthique au niveau du sport électronique. Il y a des filles parmi eux? Oui, tout à fait. Elles sont bien moins nombreuses. Ah bon. Mais quel pourcentage à peu? On parle seulement de 5% de filles. Ça, oui, c'est maintenu en 10 ans. Quasiment pas, alors. Oui, il y en a. Si vous disiez ça, si vous seriez vraiment... vous les choqueriez. En fait, il y a peu de filles pour toutes sortes de raisons, mais celle que je constate, c'est qu'il y a un phénomène de contagion et d'initiation entre joueurs qui se fait de façon un petit peu horizontale. Donc, un ami initie un autre ami. Et finalement, souvent, les filles qui étaient présentes me disent moi, tout simplement, mon ami, mon frère, mon petit copain m'a initié, c'est comme ça que j'ai appris à jouer, mais je ne savais pas avant, donc je ne l'aurais pas fait sinon. Bon, on parlait des LAN parties, mais vous avez fait une sorte de pari, ou disons, vous avez fait une hypothèse. Vous préconisez l'utilisation d'un jeu vidéo afin de le détourner dans un but pédagogique. C'était une idée initiale ou bien c'est venu progressivement ? En fait, je dirais que ce sont vraiment les joueurs qui m'ont mis sur la voie. Étant donné la relative violence des jeux que j'observais, à un moment donné, plusieurs me disaient « mais c'est du second degré, il ne faut pas regarder ça comme ça ». Finalement, ils me disaient « considère éventuellement le jeu comme on le fait nous, comme un outil qui nous permet, en fait, on se détache du contenu, on s'intéresse à l'usage de ce jeu-là. On veut se socialiser à travers ça, on veut s'affronter, établir des règles communes, des stratégies à niveau égal en termes de machines, de performance ». Et en effet, j'ai réalisé que les jeux, finalement, c'était des environnements qui nous offraient une intelligence artificielle, des avatars, des corps en 3D. Et si on met ces trois éléments côte à côte, on dispose finalement d'un petit théâtre où on peut se considérer, nous, en tant que formateurs, comme des metteurs en scène. Et on dispose de cette matière virtuelle-là qu'on peut tout à fait réagencer en établissant de nouveaux scénarios. Lorsqu'on transforme un scénario avec un jeu à des fins plus formatrices, voire thérapeutiques, on en fait finalement un serious game. Moi, je propose que l'on crée nos propres serious games. Bon, vous proposez qu'on les construise. Donc, si je comprends bien, vous souhaitez donner aux enseignants l'idée de pouvoir les utiliser en tant que tels? Tout à fait. Et alors, en quoi a constitué votre démonstration pratique? Parce que je suppose que vous avez dû mettre vous-même en jeu, concrètement, un jeu vidéo avec un objectif pédagogique. Tout à fait. En fait, j'ai même voulu faire un défi, relever un défi un petit peu c'est un petit peu original. Ce que j'avais pensé, donc c'était un défi. C'était tout à fait un défi. On a pris le pari de développer, de faire d'un jeu sérieux, un jeu particulièrement polémique et décrié. Je parle de GTA, qui est un jeu Grand Theft Auto où on peut faire à peu près tout ce qui est de plus démagogique sur Terre, voler, violer et j'en passe. Et en fait, étant donné qu'on parle avant tout, encore une fois, on regarde cette fois le contenant, la coquille, et non pas nécessairement le contenu. Je disposais d'un environnement, une ville, avec des réseaux routiers, des véhicules, une intelligence artificielle très élaborée, des avatars, etc. Et j'ai fait le pari de me dire, ok, très bien, si je prenais cette coquille à des fins de formation, qu'est-ce que j'en ferais? L'idée m'est venue en fait de proposer un examen de conduite collectif. L'idée derrière cela, c'était de justement mettre l'accent sur le fait que, certes, dans l'environnement, on peut évaluer la compétence à conduire, et c'est ce qu'on avait fait avec la présence d'un moniteur d'auto-école, on a recréé un véritable examen de conduite, mais surtout dans la salle, on a analysé les comportements. La conclusion de tout ça, c'est que d'une part, les examinés, ce jour-là, ont recréé des séquences d'émotions, en tout cas, et ont fait certaines erreurs, certains n'ont pas réussi, on en avait 5, un seul a réussi. Sur les 4 autres, plusieurs ont développé en fait toutes sortes d'angoisses, extrême sudation, panique un petit peu. Une jeune femme nous a dit avoir fait les mêmes erreurs lorsqu'elle avait tenté de passer son permis. Et ce qu'on considère, c'est que finalement,
le simulateur au niveau virtuel a mobilisé les mêmes élans émotifs finalement que dans la réalité. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, dans la salle, on observait les personnes s'interpeller. Un chauffeur de taxi qui avait donc eu le rôle de faire des queues de poisson se faire héler par d'autres personnes à l'autre bout de la salle en disant « t'as pas le droit de faire ça ». Des personnes qui se retrouvaient face justement à un carrefour dans le jeu et qui interprétaient de façon complètement litigieuse le code de la route et de façon conflictuelle. Tout ceci a été filmé, on voyait bien que face à l'impasse, l'émotion prenait le dessus et on mettait l'accent sur des comportements qui pour le moment ne sont pas supervisés par les formations au niveau de la conduite automobile. Très bien. Bon, dans cette expérience, vous avez simulé la conduite routière, y compris le comportement, si je comprends bien, de piétons. Tout à fait. Mais alors, est-ce qu'on pourrait transposer cela à l'utilisation de jeux vidéo pour des enseignants qui souhaiteraient, je ne sais pas moi, faire apprendre des mathématiques, faire apprendre de l'anglais, faire apprendre ou permettre d'apprendre de l'histoire, enfin que sais-je? Tout à fait. En fait, notre idée, la procédure de l'Inde pédagogique telle que je l'explique, c'est en 10 étapes simples. On souhaite vraiment que les enseignants comprennent qu'ils disposent déjà de tout le matériel physiquement dans les écoles. On a besoin d'un laboratoire informatique tout simple, de machines même relativement âgées, ça fonctionne très bien avec des jeux plus âgés également, et de ressources humaines suffisantes. Ils ont besoin d'un technicien informatique qui s'occupe de justement installer les licences de jeux qui en plus, par bonheur, ne sont pas très chères puisque justement ce sont des vieux jeux. Et ce technicien peut soit intervenir dans les paramètres du jeu pour modifier quelques paramètres selon les besoins de l'enseignant. Dans le cas de GTA, j'avais demandé à ce qu'on diminue le niveau de violence du jeu et c'est un paramètre réel qu'on peut modifier. Et également parfois implanter par script des éléments en modélisation 3D, etc. Si le technicien ne peut pas le faire, il dispose toujours d'un réseau pour pouvoir faire cela à raison de quelques dizaines d'heures éventuellement de modification. Lorsqu'on agit de cette façon-là, on est capable de disposer de tous les jeux populaires, quel que soit leur âge, et de les utiliser à d'autres fins en contexte pédagogique. Un peu de bricolage, des jeux datés, on a fait un serious game, un LAN pédagogique de qualité? Tout à fait. Je pense sincèrement que la dimension humaine est capitale. Il faut comprendre qu'en présence, et c'est ce qu'on vient apporter par rapport au e-learning, le LAN vient apporter une dimension en présence qui crée un attachement en fait à la classe, aux apprenants avec lesquels on partage un même niveau d'évaluation de compétences. Donc, il y a un attachement qui se fait aux personnes. Il y a le fait aussi qu'on se sent compétent parce que tout le monde ensemble apprend à gérer l'interface. Il y a le fait également que finalement c'est à moindre coût, c'est intéressant. Dans l'interface qu'on a bien développée, pour 1 200 $, on a été capable de créer un simulateur collectif, quand on sait qu'un simulateur solo c'est 60 000 $. Bien sûr. Donc toutes ces données-là ensemble, j'ai envie de vous dire, vous pouvez imaginer librement des scénarios à l'infini, avec des jeux très courants. On parle des Sims, on parle de civilisation, etc., selon les besoins en histoire, en sciences politiques, en économie, avec Victoria, éventuellement en sciences politiques. Tous ces jeux-là existent. Je propose justement qu'on les repense. Nous sommes des metteurs en scène, des enseignants, nous sommes des animateurs. À nous approprier les outils d'aujourd'hui pour penser l'éducation de demain. Alors, vous êtes enseignante donc au Québec, oui. Mais vous qui avez l'expérience des lycées parisiens, je crois que vous avez été élève dans le 15e arrondissement à Paris, Oui. Quel conseil vous pourriez donner aux enseignants actuellement en France qui puissent justement utiliser l'expérience que vous avez menée, l'idée que vous développez pour faire en sorte que ces jeux vidéo qui, les serious games en France, il y en a très peu en langue française, très peu. On pourrait donc de ce point de vue constituer une batterie de jeux vidéo considérable. Je pense sincèrement qu'il faut se pencher sur la question. Je constate aussi que le taux, nous au Canada, au Québec, on a ce souci, le taux de décrochage est conséquent. En e-learning, on parle aussi en France aussi. On parle aussi de 30% de décrochage. Moi, j'ai à cœur, en tant qu'enseignante, de me dire comment faire pour garder ces jeunes-là, et notamment ces jeunes hommes-là, dans nos rangs, comment les motiver. Pour ceux qui ont un profil un petit peu moins conceptuel et un peu plus pragmatique, comment aller les intéresser. Eh bien, j'ai pensé justement utiliser cet outil qui est finalement un outil de son temps, un moyen de leur culture, et en l'intégrant dans nos classes, d'abord il y a un effet de surprise qui est intéressant, et par ailleurs je pense vraiment qu'on leur donne l'opportunité de s'approprier certaines disciplines de façon immersive, par simulation. En un mot, le lab pédagogique à destination des décrocheurs. En un mot, je pense que c'est vraiment un outil qui est adapté pour eux. Très bien. Moi, j'ai lu dans le net que vous travaillez actuellement à la rédaction d'un roman uchronique. C'est indiscret de vous demander si c'est vrai? C'est tout à fait vrai. Les marcheurs de l'ombre sont en fait des personnages qui m'habitent moi-même virtuellement depuis quelques années et dont j'accouche tranquillement. Et vous les mettez en scène dans une trilogie? Tout à fait. En effet, on parcourt les mondes et les temps. Ce sont des marcheurs des temps.
Merci beaucoup. Je vous remercie.